Tu es en terminale HGGSP et tu veux en savoir plus sur le jalon 1 du thème 1 sur la conquête spatiale. Pour bien faire les choses, comme d'habitude, il faut prendre le temps de contextualiser. Nous sommes à la fin des années 1950 et en plein milieu de la guerre froide qui oppose deux grandes puissances, les États-Unis et l'URSS. Pour la première fois dans l'histoire, ces deux puissances vont s'affronter autour d'un nouvel espace. Cet espace, c'est l'orbite spatiale. Alors pourquoi c'est totalement nouveau ? Eh bien, parce qu'aucun être humain n'est encore allé dans cet espace. La guerre technologique, la course à l'espace que vont se mener ces deux grandes puissances vont être le révélateur de leur puissance. Cette guerre technologique, cette course à l'espace, va devenir un terrain d'affrontement entre ces deux États. La course à l'espace deviendra donc le révélateur de la puissance de ces deux acteurs. Pour bien démarrer votre explication, vous pouvez commencer en 1957 avec le premier satellite Sputnik qui est lancé dans l'orbite spatiale. Vous pouvez mettre en avant qu'il s'agit d'une véritable révolution et que cet événement a profondément marqué les États-Unis, puisque leurs rivales l'URSS sont les premiers à avoir envoyé ce satellite en orbite. Mais l'URSS ne s'est pas contentée d'envoyer un simple satellite. Elle a aussi démontré qu'elle pouvait envoyer des charges balistiques, c'est-à-dire des missiles, à travers des lanceurs de satellites, pouvant ainsi attaquer à des milliers de kilomètres de son territoire. Cette compétition militaire et industrielle se joue donc sur plusieurs tableaux. Le tableau militaire, le tableau technologique, le tableau industriel, mais aussi le tableau informationnel. En effet, le fait d'envoyer des satellites va permettre d'envoyer et de récolter des informations de façon beaucoup plus dense, beaucoup plus importante et à de nouvelles échelles. Face à cet événement, les États-Unis vont riposter en créant la NASA en 1958. Ils vont alors orienter des budgets massifs vers des projets comme Mercury ou Gemini. À cette période, l'URSS est encore en avance et va profiter de cela pour construire son discours. Le socialisme, le communisme, est une idéologie de progrès bien plus performante que l'idéologie libérale et capitaliste. Dans les deux camps, l'espace orbital devient une façon de développer une technopolitique qui repose sur plusieurs éléments. On y retrouve plusieurs acteurs comme des laboratoires, des industries, des armées, ainsi que des acteurs de la communication publique. Et bien évidemment, tout cela va être mis au service de la puissance de ces deux grands États. Nous avons vu la première séquence, nous allons voir la deuxième séquence que l'on pourrait mettre entre 1957 et 1969. En 1961, l'URSS frappe encore un grand coup avec le premier vol orbital habité, c'est-à-dire que pour la première fois, un être humain va se rendre dans l'espace orbital. Il s'agit de Youri Gagarin qui va être élevé au rang de héros socialiste, de héros communiste et va devenir un modèle pour tous les communistes de la Terre entière. Les foules s'emparent de ce discours, de cet imaginaire et mettent l'URSS au rang de grande puissance spatiale. Cependant, les États-Unis ne sont pas en reste. En développant leur programme Mercury et Gemini, ils sont en train de prendre un avantage compétitif dans des éléments extrêmement importants pour la navigation spatiale. Ils arrivent alors à organiser des rendez-vous en orbite, à faire des sorties extravéhiculaires dans l'espace et développer aussi la navigation de précision. Tous ces avantages technologiques et compétitifs vont permettre de mettre en place Apollo 11, c'est-à-dire le premier alunissage. L'alunissage d'Apollo 11 est présenté tel un immense spectacle. Il faut s'imaginer alors
la télévision commence à arriver dans les foyers, notamment en Europe occidentale et en Amérique du Nord, et toutes ces populations sont scotchées devant leur appareil télé à regarder ces images extraordinaires d'un vaisseau spatial et d'êtres humains en train de marcher sur la Lune. Ainsi, les États-Unis, qui accusaient un certain retard vis-à-vis de l'URSS, passent en première puissance spatiale dans la tête de nombreuses personnes. Ainsi, cet événement va marquer l'avance définitive des États-Unis sur le domaine spatial. Elle va permettre de développer tout un imaginaire sur la puissance des États-Unis et permettre le développement de son soft power à l'échelle de toute la planète. Ces exploits scientifiques, techniques et industriels servent un double discours. Un discours stratégique, c'est-à-dire que la maîtrise de ce nouvel espace qu'est l'orbite est extrêmement important du point de vue militaire et du point de vue informationnel. Et deuxièmement, d'un point de vue idéologique, cela permet à ces grandes puissances de gagner en légitimité. Derrière toutes ces prouesses, toutes ces images héroïques, il faut retourner les pieds sur Terre. La conquête de l'orbite spatiale permet le développement de fonctions extrêmement concrètes. Les satellites d'observation vont permettre d'obtenir une bien meilleure connaissance dans de nombreux domaines, comme la météorologie par exemple, et aussi permettre d'étendre les télécommunications. Cela n'est pas anodin, ce n'est pas simplement des projets qui servent à nourrir exclusivement l'image de ces puissances. Ces projets vont considérablement changer le mode de vie des individus à l'échelle de la planète. Le développement des télécommunications, par exemple, permettent de développer la télévision. Elles permettent aussi de développer des capacités décisives en termes de renseignement, de navigation et de commandement. L'orbite n'est plus un espace neutre, un front pionnier ou un espace inconnu. Il devient véritablement un espace de dissuasion et de surveillance permanente. La rivalité spatiale entre ces deux puissances ne va pas déboucher sur un conflit dans ce nouvel espace, mais va plutôt déboucher sur de nouvelles normes, sur de nouvelles pratiques qui vont pouvoir faire émerger à la fin une forme de coopération internationale. On peut citer par exemple le vol commun entre Apollo et Soyouz en 1975, ou encore le projet plus récent ici de station spatiale internationale dans lequel les Russes et les États-Unis participent ensemble. Au départ, ce que l'on peut dire, c'est que l'espace orbital étant un espace vierge, a été conquis par deux grandes puissances qui étaient alors en concurrence. Quelques dizaines d'années plus tard, se mettent en place donc, des formes de coopération. On passe à une situation de concurrence, d'affrontement, à une situation tout à fait différente où on essaye de faire primer la solidarité et la coopération. Plus récemment encore, une nouvelle problématique vient se glisser au milieu de ces acteurs étatiques. Ce sont les acteurs privés, les entreprises qui se mettent à lancer des satellites ou d'autres objets en orbite. Tout cela reconfigure complètement la façon de coopérer et pose de nouvelles questions sur la gouvernance de l'espace orbital.